Et salut tout le monde, micro intro pour cette vidéo lecture du mois de février. Ne pas oublier, là c'est mon décor traditionnel, mais effectivement j'étais isolé parce que j'étais encore cas contact ou début d'être malade du Covid, je sais même plus. Mais du coup j'ai dû tourner dans ma chambre, donc c'est normal que ce soit pas le même décor, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, c'était un micro rappel, bonne vidéo à vous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de mes lectures du mois de février. Bon, je ne vais pas attendre plus longtemps comme d'habitude pour l'introduction vu que c'est toujours des vidéos plus ou moins longues. C'est parti. On commence avec le tome 3 et 4 de Sido. Donc un manga qui continue à une vitesse fulgurante parce que les tomes 3 et 4 sont sortis directement. Et dernièrement, il y a même le tome 5 qui est sorti que je me suis procuré déjà. Donc on est reparti en fait. Panini, souvent ils font ça, c'est les 2 premiers tomes d'une série, puis 2 autres tomes encore, surtout pour les rééditions principalement, et ensuite ils font un tome tous les 2 mois. C'est ce qui s'est passé pour de mémoire 20s, et c'est ce qui se passera certainement d'ailleurs pour les autres. Donc c'est ce qui s'est passé pour Sido, globalement Banana Fish qui va être édité, je pense qu'ils vont faire pareil, Eden aussi, enfin bref, j'ai l'impression qu'ils s'amusent bien à faire ça, et quand c'est des rééditions, je dis pourquoi pas. Quand c'est une nouveauté, c'est encore autre chose. Mais moi, j'ai bien aimé. J'aurais même voulu que 20s continue sur cette lancée-là, parce que j'ai pas envie d'attendre en fait. Donc tous les mois, c'était tous les mois, pardon d'ailleurs, pas tous les 2 mois, mais tous les mois au début. Et maintenant, c'est tous les 2 mois. Et là, je pense que ça va faire pareil. Le tome 6 risque de sortir le mois prochain, et après, ça risque d'être tous les 2 mois jusqu'au tome final, sachant qu'il y en a quand même plus de 20. Donc voilà, donc on prend un petit temps d'attente. Bref, là les tomes 3 et 4, on se concentre du coup sur l'ascension des 2 personnes qu'on suit. Donc ça c'est pas mal parce qu'ils arrivent à s'en sortir, et ils montent dans l'ascension de la secte un petit peu dans laquelle ils sont. J'ai envie d'appeler ça une secte moi personnellement. Le chef d'ailleurs de cette secte, bon moi j'ai toujours du mal avec les noms, mais j'ai envie de l'appeler, bah tiens, Maître Rugi, j'ai envie de l'appeler le Kappa, hein, parce que clairement quand je vois une tête comme ça, je pense à un Kappa. Je sais pas pourquoi, mais ouais, non, il y a une tête vachement chelou, je trouve. Qui suis-je pour juger la tête de quelqu'un? Bref, il arrive à s'en sortir merveilleusement bien contre le jeune contre qui il se bat. Ils arrivent à gagner leur liberté, je mets des guillemets, parce qu'ils sont obligés de rester au sein de la secte en tant que membre de cœur pur. C'est un peu chou leur truc quand même. Mais ils arrivent à faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire survivre tous les 2, à pouvoir être instruits en tant que samouraï, donc ils s'apprennent à manier l'épée pendant pas mal de temps. C'est ce que ça donne hein, pendant 3 quarts de ce tome, hein. Ils gagnent leur liberté, ils s'entraînent, et ensuite le mec qui les avait vendus vient les chercher pour une nouvelle mission confiée justement par le chef Kappa, Maître Rugi, pour justement sauver le pays en tuant les étrangers. En grosso merdo, les envahisseurs plutôt, parce que même là ils sont montrés en plus pas forcément de la bonne manière, hein. Ils arrivent, ils montrent mondes et merveilles, et à côté du coup ils essayent de récupérer le plus de choses possible, marchandage dans un sens précis. Donc ils se constituent leur petite équipe de 5 personnes il me semble, 5 plus le chef, donc les 2 qu'on connaît, le mec qui les a vendus, et un mec nouveau, enfin que des personnes nouvelles après, donc un mec qui semble assez baraque et très droit, un autre qui est ultra acrobate, genre ninja assassin, et ensuite une jeune femme qui du coup elle aussi semble aimer l'assassinat froid. Bon, ils s'en vont, ils se font directement attaquer, ça permet de les voir tous en action et de se défendre et de voir qu'ils sont très forts, et du coup bah, ils commencent à monter leur plan pour justement s'introduire à l'intérieur de là où justement il y a les étrangers, pour ne pas être vus, pour être discret, et pouvoir ensuite aller les attaquer et tous les buter, en grosso merdo. Pour cette première mission, hein, donc ça consiste à défoncer les habitants ceux qui sont sur un bateau principalement, et là j'ai peur de trop en dire, parce que j'ai lu le tome 5, donc j'ai pas envie de trop vous en dire non plus. Le seul truc c'est que l'identité dans laquelle ils étaient cachés, donc une blanchisserie, les personnes sont mortes, et ça les fout un peu vénère, surtout le mec dont je vous ai parlé qui est un peu droit, parce qu'il s'était lié plus que d'amitié avec une des blanchisseuses, donc ça part même sur un aspect de vengeance. Le manga continue toujours très bien, toujours très dynamique, on a envie d'en lire, on a envie d'en voir plus toujours, hein. Le seul truc moi qui me dérange un peu, c'est que les 2 frères au début je les aimais beaucoup tous les 2 parce qu'ils avaient envie d'avancer ensemble et tout, et là j'ai l'impression juste qu'ils partent dans des directions totalement opposées. Il y en a un qui essaie quand même de rester à peu près droit, il veut être samouraï, il veut respecter on va dire des codes, et l'autre il se bourre le crâne avec des idées préconçues, en mode ouais ça c'est bien, hein, c'est ça d'être samouraï, hein, c'est ça qu'il faut faire, sauf qu'en fait il a l'air d'être juste très très con. Il se comporte comme un frère totalement con. Il fait vraiment des conneries, il en fait qu'à sa tête en fait, mais en mode débile, c'est-à-dire qu'il risque sa vie quoi, ou la vie des autres.
Voilà, je trouve ça très con. Pour autant, c'est pas ça qui m'a empêché de prendre plaisir à la lecture. Et puis, bah, je verrai bien comment... Bah, alors moi, le tome 5, je vous en parlerai après. Moi, j'attends maintenant la suite. Mais en tout cas, pour ces deux tomes-là, pour l'instant, je valide toujours la série. Et je sais pas si vous la lisez, mais en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis. Donc, c'était chez Panini Manga. Hein. Comme d'habitude, vous savez, hein, je l'ai fait par éditeur à chaque fois. Et justement, là, on continue avec 20th Century Boy. Manga que j'avais très hâte de vous faire la review. Non pas pour vous en parler forcément, mais juste parce que j'ai pas... Ça, pour le coup, avec Sido, là, je fais un peu l'erreur parce que j'ai lu le tome 5. Mais là, je n'ai pas lu le tome 6, justement. Je l'attends. Il est derrière moi, là. Il est, non, pas derrière moi. Il est juste à côté de moi. Là, il attend juste d'être lu. J'ai très envie de le lire, mais pour le lire, je veux absolument d'abord vous parler de celui-là pour pas, justement, m'égarer plus loin que ce tome. Donc là, on se concentre pas mal sur Kana et Kyoko. Kyoko, qui est la fille qui est du coup allée dans le centre de redressement d'Ami, là. Elle se retrouve encore plus liée, de toute façon, à tout ça, parce que elle est kidnappée par un mec, justement, qui a une sorte de double personnalité, qui était en fait un des anciens camarades, qui portait aussi un masque, en fait, et qui était un pote d'Ami, justement. Mais là, en fait, ça, je l'évoque très rapidement, parce que on va revenir dessus, de toute façon. Elle va dans la maison en question, et lui-même, il pète un peu un câble, enfin, il vraiment... Il n'arrive pas à savoir où est-ce qu'il en est, parce que lui, il est vraiment contrôlé par les gens d'Ami, donc on sent qu'il est pas serein à l'intérieur de lui-même, il n'est pas en concordance avec ce qu'il a envie de faire, forcément, qu'il est entre deux camps. De toute façon, après, il crame tout chez lui, enfin, vraiment, il pète un gros câble. Bref, mais surtout Kana, en fait, là, l'histoire sur Kana, là, commence vraiment à se développer beaucoup, sachant que il y a une révolte qui se met en place, c'est incroyable, ça va à une vitesse, là, vraiment, en fait, elle pète un gros câble, elle aussi, elle prend des risques, elle prend des paris, et ça fonctionne. Elle arrive à ramener tout le gang, pas de dire une bêtise, mais tout le gang chinois, et j'ai oublié l'autre gang, ce que c'est, mais en gros, tout ce qui est pègre, etc., en fait, elle arrive à les rassembler sous son aile, parce qu'elle arrive à gagner énormément d'argent, et en fait, elle a dit, bon, bah, cet argent-là, je vous le donne si vous venez m'aider. Et tout le monde qui fait, waouh, je vous attends là-bas à cette heure-là, et ils sont tous venus. J'étais vraiment surpris de voir ça. Et en fait, après, bon, ils sont ouais, on a vu que tu avais fait gagner de l'argent, on en veut aussi, machin. Puis là, après, elle leur fait un grand discours sur alors l'argent, c'est bien beau, mais là, en fait, je vous parle de sauver le monde. Ok. Bon. Et après, on a une très grosse révélation aussi sur la fin du tome. Celle-là, je vais pas vous dire maintenant. Je préfère quand même attendre un petit peu au cas où vous n'avez pas encore lu. J'aime bien le spoil, mais c'est vraiment sur les 2 dernières pages. Donc ça, je me le garde pour vous en parler dans le tome 6. Si en plus ça se révèle vrai ou non. Parce que finalement, moi je découvre le manga, donc je ne sais pas. Pareil, hein, c'est du Urasawa. J'adore comment ça se développe l'histoire. Il est vraiment fou ce manga. Il se passe pas excessivement de trucs, mais tout ce qui est écrit, tout ce qui est montré, c'est ultra intéressant à suivre. C'est très bien dessiné, c'est très bien écrit, c'est très bien dynamisé dans tout ce qu'il veut faire. En fait, même une course à pied, il s'en fout, lui, il va bien le faire en fait. D'ailleurs, je dis ça en connaissance de cause parce que les entraînements de course de pied dans la Sadora, même ça, c'est intéressant à suivre. Donc, non, vraiment, les 20th Century Boys, c'est à faire. Et je vous conseille vraiment cette édition pour voilà, voir les pages couleurs d'Urasawa, parce que les pages couleurs d'Urasawa, c'est vraiment un bonheur, et vous ne les trouverez pas dans l'édition double, dans la grande édition double du coup, parce que ça s'appelle une deluxe, mais bon, l'édition double est au même format, c'est juste qu'il n'y a pas les pages couleurs. Ça coûte pas beaucoup plus cher, mais vous avez les pages couleurs et un marque-page dans chaque. Moi, je trouve que ça les vaut, et bon, après il y a des gens qui se plaignent de la fresque. De mon côté, je trouve que la petite fresque qui est cachée là, parce qu'en fait ça se voit pas forcément là, mais dans la tranche, je peux prendre le tome 6 avec, peut-être que vous le verrez un peu plus déjà, mais vous avez 20 en fait qui est en train de se dessiner et de se marquer ici. C'est très discret, c'est très classe, et en fait c'est les titres là qui sont c'est les titres qui sont mis en couleur et non plus la tranche. Je trouve ça plus propre personnellement dans une mangatech, si c'est ça qui vous dérange. N'hésitez pas à aller rechercher sur internet, vous verrez que la fresque elle existe vraiment et qu'elle est vraiment très cool. Elle est très propre, elle est très classe en fait. Et ouais, non, je peux que recommander 20th Century Boy, bien entendu. Et tome 19, 20, 21 et 22 de Kingdom, forcément obligé, c'était incroyable. Comment fait-il? Vous vous retrouvez avec 4 tomes qui sur le même sujet, vous avez 4 tomes, et puis en plus, parce que ça a commencé avant, là moi je vous dis 4 tomes, mais 2 tomes avant ça avait commencé, donc vous avez 6 tomes entiers sur une seule guerre. C'était fou. On a Shin qui évolue à mort, on a 2 grands généraux qui s'affrontent, on a les 4 sous-fifres,
les quatre généraux juste en dessous, mais qui sont parmi les plus forts, qui sont dans l'équipe adverse, qui se font pulvériser ou qui arrivent à battre aussi. Enfin, il y a tout le monde qui se démène et tout. Il y a des stratégies qui sont faites. On a Shin aussi qui a un vrai bataillon avec lequel il peut vraiment influencer sur le cours de la guerre en fait en elle-même. Et effectivement, il s'en sert. Et les trois là en fait jouent de concert. Enfin, même si ils recherchent la même chose, ces trois là vont certainement aller très loin d'ailleurs de ce que j'ai pu en voir. J'aime beaucoup lui. D'ailleurs, je pense que c'est fait exprès. C'est un des plus sympas, des plus, je sais pas, logique dans ses réflexions. C'était vraiment très très cool. Je serais même pas comment dire. Je suis même très surpris de moi à chaque fois parce que je les lis et je suis vraiment bluffé en fait par le manga en fait. Il est fou et j'arrive pas à comprendre déjà comment j'ai mis autant de temps pour commencer. Ça me saoule un peu. Et ensuite du coup je comprends aussi la propagande qu'il y a eu autour de Kingdom, les gens qui étaient forceurs comme pas possible. Mais je vais en être un aussi. Lisez Kingdom effectivement. Lisez-le quoi. C'est fou parce que encore une fois je leur dis, je suis pas du tout quelqu'un qui aime l'histoire, mais ce mec là, mais il me donne envie de me plonger dedans là. Bon, alors, on va éviter d'aller, moi je suis pas aussi fort que Shin et tout, mais on a Shin qui surpasse à mort, qui arrive à battre dans un grand géant. Il passe vraiment un cap, Shin, il passe vraiment un cap de puissance, et c'est vraiment bien fait ce côté shonen ajouté dans l'historique est très bien maîtrisé, et du coup ça que je vous avais dit qui m'inquiétait beaucoup, elle est blessée violemment. Est-ce que elle va s'en sortir? J'espère en tout cas. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la réponse au moment T. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein, je vérifie quand même, on sait jamais, mais ouais, et là, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Je suis en train de regarder les planches là, et je vais vous chercher ça, tout de suite, parce qu'en fait, voilà, parfait, je retombe sur la scène, elle était magnifique, dessinée vraiment magnifique. En fait, vous avez déjà la pluie qui est dessinée, et vous avez le sang qui est foutu, et vraiment, c'est sanglant, mais c'est bien dessiné encore une fois. Et il y a ce côté un peu, du coup, on est malaisé un peu par le truc, et en même temps, c'est tellement bien fait que voilà, et là, du coup, là, on a une des scènes là, en double page. J'espère vraiment que vous la voyez bien. Normalement oui. Je vous décale un peu pour voir. Elle est magnifique cette double planche. Elle est vraiment superbe. Je pense que j'en ai assez parlé comme ça, mais on a la guerre qui se termine, mais en plus ça se termine pas du tout de la manière dont je pensais que ça se terminerait. C'est-à-dire qu'en fait ils déclarent qu'ils ont perdu, leur fort a été capturé, et il décide de lui-même de dire ok c'est bon, on a perdu, on passe à autre chose. Respect au général qui a choisi ça. C'est les deux derniers généraux de l'ancienne génération un petit peu, et maintenant c'est la nouvelle qui va prendre place. J'ai hâte de voir tous les combats qu'il va y avoir suite à ça, j'ai hâte de voir l'évolution de Shin suite à cette bataille, comment les généraux vont en parler. Ça reste quand même le garçon à qui a été confiée l'épée d'Aoki, ou d'Uki au choix d'ailleurs. J'ai dit Aoki mais il n'y a pas de A, que voilà. Ouais, moi ça me saoule un peu ce côté, faut que j'attende 2 mois en fait. J'adorerais tout lire d'un coup, mais c'est bien aussi pour me gérer un petit peu parce que j'ai tellement de lectures à faire. Enfin bref, lisez Kingdom. M'excuserez, je fais un peu de rangement, j'en profite pour libérer un petit peu la tablée, parce que ça fait quand même des bouquins qui traînassent. Kingdom, je pense que ça se ne présente plus, mais c'est édité chez Mian. Et là, on va passer chez Glénat. Glénat avec pas mal de petites choses encore chez eux, à savoir déjà le Dragon Ball Super. Dragon Ball Super que, encore une fois, hein, moi je suis captivé dedans. Hein. Moi j'aime beaucoup l'arc qui est en cours en plus, avec la puissance du nouveau méchant qui est là et qui est quand même différente des autres, avec ce côté magique qui est présent. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vraiment vu ça d'ailleurs. Le côté magie qui est démontré, donc magie, c'est pas montré en mode force pure quoi. Il a de la force, mais c'est pas grâce que à lui, c'est grâce à ses pouvoirs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est voilà que ça passe sur autre chose. J'ai hâte de voir la suite. On a Goku qui maîtrise de plus en plus le réflexe transcendantal, ça c'est cool. On a Vegeta qui a acquis une nouvelle puissance. Il a même fait, c'est dans celui-là hein, si je dis pas de bêtises, mais il a même fait son premier déplacement instantané. Et il le dit lui-même qu'il en refera plus jamais. C'est ta technique, je l'ai fait une fois pour le principe, mais je la développerai pas plus. Ok, soit. Et ça montre vraiment, encore une fois, ça c'était cool parce que ça redore un peu le blason de Vegeta où certains ont dit que c'était pas cool ce qu'ils avaient fait de lui dans le début de Dragon Ball Super avec le côté très soumis à Beerus. Bon, on rappelle que Beerus faisait peur à Freezer et que de base Vegeta avait peur de Freezer aussi. Ça lui a rappelé des mauvais souvenirs, donc il a préféré la jouer safe. Faut le penser aussi comme ça reste un traumatisme assez violent, la perte de sa planète, etc. Donc quelqu'un qui est encore plus puissant que ça.
Bon, et vous avez Vegeta du coup qui maîtrise le réflexe transcendant, qui maîtrise du coup le déplacement instantané en 2 heures. Truc à tout casser. C'est un génie, il le montre, Vegeta, c'est un génie, c'est quelqu'un qui se surpasse différemment de Goku. Goku, c'est quelqu'un qui est fort parce que il pense souvent aux autres avant à lui, et Vegeta, il pense plus à lui qu'aux autres dans un premier temps. Et plus Vegeta avance, plus il pense aussi aux autres. Là, il a besoin, justement, et là, c'est un truc qui est montré qui est intéressant, c'est qu'il a besoin d'aller sur Terre vite pour les sauver. C'est comme ça qu'il maîtrise plus vite finalement. C'est comme ça c'est un truc qui est montré, voilà, c'est genre, faut pas toujours penser qu'à soi. Pour autant, ça reste quand même un génie à avoir maîtrisé ça en 2 heures, il avait besoin d'y aller, il y est allé. Voilà, Vegeta, c'est un génie, c'est indéniable. Goku, lui, c'est encore un autre level, ça sera toujours Goku, ça c'est pas un vrai souci. Mais c'est vrai qu'un jour, ça peut être intéressant de voir une bataille à niveau égal entre les deux, ce serait très intéressant à voir. Sinon, par rapport à l'ennemi principal, bah, c'est toujours pas fini. Voilà. Moi j'ai vu qu'il y avait des gens qui parlaient déjà du nouvel arc, donc ça veut dire qu'ils sont quand même bien plus loin que moi dans les scans, et ils disaient qu'il y avait encore de l'espoir. Donc en fait j'ai l'impression qu'à chaque nouvel arc c'est genre ça peut être bien, et puis après que tout le monde est déçu. Voilà. Moi je suis pas déçu par Dragon Ball, mais après c'est parce que j'ai commencé avec ça, et le principe de toujours monter en puissance les personnages, je l'ai toujours connu Dragon Ball, ça me pose pas de problème particulier, mais je peux totalement l'entendre. Bref, si vous aimez Dragon Ball, vous pouvez y aller, hein, vous allez forcément kiffer. Parasite, le tome 6 du coup de l'Original Edition, très sympa. En fait là, ce qui est très intéressant, c'est l'évolution complète du manga, parce que on avance vraiment à fond, dans le sens où il y a toujours du combat, le héros est toujours dans une difficulté, il sait toujours pas où se placer en fait, entre est-ce que je balance, est-ce que je balance pas, il a peur de se faire détruire lui-même par son propre parasite. Enfin voilà, il est toujours en constante réflexion interne, plus il y a les parasites qui découvrent aussi, enfin qui vont peut-être aller voir son père, du coup il lui dit vas-y dégage, barre-toi, fais-moi confiance, etc. Son père le croit enfin. J'ai cru qu'il n'allait pas réussir. Non, ce qui était vraiment intéressant dans ce manga, en fait, c'est le parcours en fait du manga jusqu'à la finalité. Et là, la finalité de ce tome-là, c'est qu'en fait, il se livre à la police, mais bon, pas par choix, si vous voulez. Il veut pas se montrer en tant que parasite, attention. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que il essaye d'aider la police en mode oui non, ça, il y a eu ça et tout. Donc voilà. Donc il y a un parasite qui est tué. Tous les policiers l'ont vu, ça y est, il y a un parasite. C'est pas facile, hein, encore les parasites tués, hein, c'est pas quelque chose qui est facile pour eux, même les trouver et tout, c'est un peu délicat. Par contre, il va y avoir une grosse évolution d'un seul coup dans le prochain tome, et j'ai hâte de le lire pour ça, c'est que quand il se fait interroger, il est en face d'un autre parasite, et il peut déterminer du coup si c'est un parasite en face ou non. Là, très clairement, je pense que là, il va être soit arrêté, mis en examen, ils vont lui demander des renseignements, je sais pas trop, mais il va se passer quelque chose, quoi. Il va se passer quelque chose, et en même temps, il faut, parce qu'on est presque à la fin quand même du manga, dans sa parution française, là. Donc, faut que ça avance, de toute façon. Faut que ça avance, et à un moment, il va bien falloir qu'il ait un coup de main, et tout seul, il pourra pas y arriver. Donc, le manga continue, il continue vraiment dans son chemin. Moi, j'aime toujours autant ce dessin rétro, mais qui est tellement bien fait, et je vais en profiter pour vous trouver une petite page couleur, parce que j'aime bien vous montrer les pages couleurs à chaque fois qu'il peut y avoir dans ces genres de mangas justement. Et là, comme de par hasard, je n'en trouve aucune. D'abord la petite illustration en début de page, en début de tome, pardon. Et ensuite, hop là, je vais vous montrer celle-ci parce que je l'aime bien. J'aime bien les couleurs en fait. Hop là, j'essaye de vous mettre la lumière avec. Nickel. Enfin voilà, c'est un manga moi, que je trouve vraiment très bon, et je trouve toujours au fur et à mesure de la lecture que c'est vraiment un manga à lire, à découvrir si vous aimez au moins le médium du manga et vous intéressez à tout ce qui peut graviter autour. Prenez le temps de lire Parasite, je pense que vous y gagnerez. On continue avec Hajin le tome 16. Donc là ça va aller très vite parce que le manga, de toute façon, il continue dans sa lancée, le prochain tome est le dernier. En fait là j'ai été un peu buggé parce que le mec essaye d'apporter une explication au Hajin, genre que ça vient du cœur, un matériau du cœur. C'était un peu chelou son explication, et très franchement j'en avais pas besoin dans le manga d'avoir l'explication de comment les Hajin sont venus au monde. J'en avais vraiment pas besoin, je sais pas pourquoi il a besoin de donner une explication, et en plus c'est une explication qui est donnée par un mec qui a l'air un peu barge de base. Bah ça je suis très mitigé sur cette partie là, mais après c'est son point de vue à lui, il faut pas le prendre comme le point de vue absolu de comment sont créés les Hajin, hein, ça n'a rien à voir. Par contre, Nagai, je trouve qu'il a un côté Light Yagami dans sa réflexion des fois. Il tombe par terre, quand il se bat contre Sato, il le poursuit parce qu'il arrive à s'échapper, en fait il s'est lassé, donc le mec il s'est lassé quoi. Donc il veut se barrer, soit, pas de souci, et du coup il le pourchasse. En le pourchassant, à un moment il se blesse, et en fait il se blesse sur une partie non vitale, donc il a pas besoin de se régénérer, mais c'est le cerveau.
Et le cerveau se régénère pas de lui-même, sauf si tu meurs. Et du coup, ça impacte sa mémoire. Et en fait, il oublie qui est Sato. Donc il est devant lui, il va lui tirer dessus. Non. Et en fait, sur le peu de temps où Sato il est en train de marcher pour partir, genre attends, je viens de me blesser, je me souviens pas de tant de temps. Je me retrouve avec une arme dans la main, je suis encore vivant, ok, forcément, je suis un Ajin. Il se tire dessus. Alors qu'il avait totalement oublié ça. Hein. Il se tire dessus en mode c'est logique, c'est normal, c'est forcément ça. Il se tire dessus, il revient et il repart directement à la chasse. Donc ça va être très intéressant de voir le dernier tome. Mais quand même la réflexion était quand même assez folle. Donc ça m'a bien fait sourire cette partie-là. J'attends de voir le tome 17 pour voir surtout comment vraiment ça va se terminer le manga. Même si sur 3 tomes c'est la même chose avec les mêmes combats, il y a quand même assez de diversité pour que ça reste intéressant. Donc pour l'instant ça reste quand même un bon manga qui est peut-être pas assez connu et que l'anime a pas du tout mis en valeur avec sa CGI qui est vraiment pas ouf. Enfin voilà, Ajin, moi, j'aime beaucoup. Dr. Stone, au tome 14, on continue avec le royaume de la technologie, qui continue du coup d'avancer, hein, et là c'est très cool parce que du coup ils arrivent à remettre tout le monde d'aplomb, déjà, donc ça c'est très cool. Ils récupèrent absolument tout le monde, ça c'est vraiment bien, ils arrivent à soigner tout le monde, à faire revenir tout le monde qui était sur le bateau et qui avait été foutu, ils arrivent à regrouper tous les morceaux et à reconstituer tous comme des puzzles au fur et à mesure, et il y a un des mecs du coup qui fait partie des méchants qui arrive à les choper quand même, et qui du coup décide quand même de les aider pour dégager le grand chef actuel. Après lui c'est parce qu'il veut le devenir et du coup les soumettre, mais en même temps ils se disent qu'ils pourront s'en sortir et du coup ils créent une arme à feu, voilà, qu'ils aimeraient éviter d'utiliser tout le temps, mais voilà, ils commencent à se faire leur petit plan, donc arme à feu de créer, là ça va vraiment être la dernière phase je pense, là ils vont se mettre dedans, ça va être la dernière partie et je me demande ce que ça va donner quand même. Là on va se battre contre les gens qui peuvent pétrifier tout le monde, contre ceux qui veulent dépétrifier absolument tout le monde, plus du coup un mec qui joue double jeu, ça va être un peu délicat je crois à mettre en place, mais ça devrait bien se passer. En tout cas c'est un manga moi que je me souviens au tome 1, je pensais vraiment que ça serait pas ouf à cause justement de cette promotion avec la jaquette brillante qui faisait pas du tout sérieuse je trouve. Je me suis bien planté sur ce coup là. Je me suis bien planté parce que je suis content d'avoir forcé le pas parce que c'était du Boichi, et je suis vraiment pas déçu de m'être mis dedans parce que c'est très sympa et c'est très cool de voir un petit peu comment ils peuvent évoluer dans ce monde de pierre, et ça va bien plus loin que juste un mec qui est intelligent, et voilà, c'est pas lui tout seul, c'est avec des gens, et il sait qu'il a besoin de gens autour de lui en fait pour évoluer, pour progresser, pour faire revenir la civilisation. À aucun moment il se dit qu'il est le plus fort du monde, il a besoin des caractéristiques de tout le monde, et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi le fait qu'il se croit pas supérieur. Il sait qu'il est là et qu'il peut faire des choses, il sait qu'il peut faire énormément de choses, mais il a besoin des autres aussi pour avancer. Ça c'est important, il est jamais on va dire un but de lui-même, il se la pète, hein, parce qu'il connaît un peu tout, mais il est pas un but de lui-même, et ça c'est très sympa. Ok, donc on a fini avec Glénat, et on va entamer la dernière partie, où on va passer du coup chez Kana. Et on commence avec le Shaman King, la Star Edition, le tome 5. Je continue à dire que c'est très cool, je suis très content de voir que ça s'enlève un peu du tournoi pour nous faire d'autres choses. Donc déjà on a le combat pour sauver et aider du coup, alors les noms en plus là-dedans ils sont un peu plus délicats je trouve, pour sauver du coup Ren Tao de son père. Donc ils arrivent à le trouver, à l'aider, à le sortir, à vaincre le père. Donc ça c'est toute une première partie du tome. Et ensuite du coup ils s'en vont pour le tournoi du coup du Shaman King, parce que du coup ils font partie de ceux qui ont été gagnants. Là pareil, je m'attendais juste à un tournoi du coup à la con, et je me suis dit bon tant pis, on va retourner dedans, et puis voilà, c'est comme ça, c'est le manga, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc j'y allais à tâtons. Et non, pas du tout, et ça c'est très cool parce que alors les organisateurs du Shaman Fight là, j'ai oublié les noms, mais ceux avec les Indiens en fait, hein, littéralement. Tous les combattants voilà, montent dans un avion, ils y vont tous. Je vais réussir à formuler les mots dans le bon ordre. Du coup, en s'en allant, en fait, au bout d'un moment, c'est genre, il y en a qui sont sereins, il y en a qui savent en fait, il y en a, on sait qu'ils savent qu'il va se passer un truc, et il y a les autres qui sont en mode, oh, tranquille, je dors, tranquillement, ça va bien se passer. Pas du tout. Et je vous mets comme ça parce que, genre, d'un seul coup, bon, l'épreuve commence maintenant. Du coup, vous devez vous démerder pour réussir à arriver à l'endroit du tournoi, et ceux qui n'y arriveront pas seront d'office éliminés. Ok, donc on s'éloigne déjà du tournoi pour faire une première phase d'élimination. Bon, ça m'a beaucoup fait penser à Hunter x Hunter, mais genre, ils ouvrent l'avion en deux, et tout le monde tombe. Et vous êtes des gros enculés.
C'est quoi cette violence? S'il y a des gens qui crèvent, non, c'est pas grave. Balek. Depuis le début, ils sont plutôt sympas justement avec eux, genre ils veulent les protéger et tout. Et là, bon, crève, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu remettras. Ok. Bref. Ils vont dans un village, ils continuent, machin. Et là, ça a été un peu plus développé parce que il y a un des participants qui ressemble à mort du coup à Yo, à Sakura, qui en fait est un ancien d'il y a très longtemps. J'ai plus l'explication complète, je suis désolé, j'essaie de le remettre dans ma tête mais je vais pas l'avoir. Mais dites-vous que c'est une réincarnation. Non, c'est pas une réincarnation. C'est quelqu'un qui date des temps d'avant et en fait qui veut être Shaman King. Tout simplement. Et qui a même tué des mecs justement du Shaman Fight là pour réussir à acquérir de la puissance et tout. Et en fait le mec il est là juste pour défoncer des culs et voler la puissance des autres chamans, si je dis pas de bêtises. Et ça se prouve que ça fait un moment que je l'ai pas lu quand même le truc. Parce que j'ai des doutes sur ce que je suis en train de raconter. Mais, parce que ça change pas grand chose quand même à la situation, c'est juste qu'il y a vraiment un aspect de... il y a peut-être quelqu'un derrière tout ça qui organise le tournoi. Parce qu'on apprend aussi que ceux qui ont organisé le tournoi, donc ceux qui organisent le Shaman Fight, sont peut-être des enfoirés en fait. Et ça fout le doute dans le cerveau. Qui c'est les gentils, qui c'est les méchants finalement? On sait plus du tout. Est-ce que ceux qui sont en train d'organiser le Shaman Fight sont les enfoirés? Est-ce que finalement non? Et là du coup ils veulent vraiment y aller pour démêler le vrai du faux, avec surtout ce mec là en l'occurrence qui lui-même aurait fait partie de ce peuple qui du coup fait les Shaman Fight et qui serait là juste pour du coup tuer des chamans en fait. Ça c'est intéressant, vraiment, ça c'est totalement éloigné du concept de tournoi basique, et ça je trouve ça très très cool. Donc moi Shaman King pour l'instant j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la tournure que ça prend surtout, donc à voir avec la suite, mais ouais je suis assez hypé quand même par le manga. Sexy Cosplay Dolls, le tome 5. Donc moi je trouve toujours ce titre très marrant quand même. Il y a plein de scènes qui sont en mode quiproquo mais à 100%, ils font des trucs sans s'en rendre compte, c'est impressionnant. Genre quand à un moment, juste pour remettre en contexte, à un moment elle réserve un studio pour prendre des photos avec une chambre, avec un style un peu spécifique, etc. Bref, et en fait quand ils arrivent dedans, genre « Ah mais c'est un love hotel !» Sauf qu'on est tous les deux seulement, fille, garçon. Et à un moment du coup elle va se changer, elle se fout dans son cosplay, sauf que du coup pour faire les poses en fait Gojo est tellement à fond dedans pour faire les photos et tout qu'il se rend même plus compte de ce qu'il est en train de demander et tout, et elle est tellement à fond dedans en mode trop contente, pareil ils font pas gaffe. Et à un moment du coup il se retrouve sur le lit allongé et elle en train de le chevaucher, du coup il prend les photos et tout, oh trop bien et tout, puis d'un seul coup en fait ils entendent les gens du Love Hotel, parce que bon à la base tu viens dans un Love Hotel pour autre chose, au Japon en tout cas, et du coup après ils se rendent compte, oh mon dieu, ah mais oui c'est vrai on est là-dedans, j'avais oublié, et puis après ils se regardent, ils font la position genre ah, et du coup ils deviennent rouges, mais c'était excellent comme scène. Bref, sinon hors de ça, il y avait un petit peu moins d'idées de cosplay dedans, dans ce tome là, donc un petit peu dommage, parce qu'en vrai ça reste quand même un truc qui est vachement sympa, hein, les petites techniques et tout, même là il y avait un truc pour bronzer le corps, il y avait un truc sur des danses, enfin voilà, il y avait plein de petites choses, mais moins qu'un petit peu d'habitude. Par contre leur relation aussi évolue pas mal, donc ça c'est cool parce qu'il faudrait que ça avance un petit peu, parce que les deux ils sont en train de se tourner autour, mais genre puissance 10 000. Allez-y les enfants quoi, vous êtes allés dans un hôtel, bon bah maintenant faut passer à l'étape supérieure. En parlant d'avancer dans leur relation, Cigarette and Cherry, le tome 4. Donc ça c'est cool, leur relation elle évolue aussi. Alors techniquement parlant, il n'y a pas de moyen qu'on sorte ensemble, ils ont failli s'embrasser. Globalement, ouais, on va dire que voilà, ils sortent ensemble. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment qu'une question de principe. Il faudrait que ce soit demandé, mais dans le principe, voilà, c'est bon, c'est fait, ça y est. Alléluia. Donc maintenant on va avoir leur relation évoluer là-dessus. Faut qu'il arrive à se décider aussi un petit peu plus, enfin comment dire, à moins hésiter sur... Enfin, il se pose beaucoup trop de questions des fois, et elle, peut-être pas assez, mais mine de rien, elle commence aussi à être dedans, parce qu'à un moment, elle est en mode « Ah putain, si je lui dis que je suis trop contente, ça va pas le faire, on va rester froide, c'est mieux. » Il m'a toujours connu comme ça, c'est plus simple. À un moment où elle est malade, et lui ramène des trucs, alors qu'elle lui gueule dessus, en fait, « Non, viens pas, c'est mort et tout. » Et en fait, si, ça lui fait vachement plaisir, mais elle veut pas qu'il tombe malade non plus, donc voilà. Bref, ça évolue bien, ils sont mignons, j'aime beaucoup ce manga, il est très sympa à lire, tout dans la tranche de vie tranquille. C'est très agréable de suivre leur relation qui est en train d'évoluer et de se construire. Il n'y a rien de malsain dans ce manga, et en fait juste l'évolution des personnages est vachement cool à suivre, entre une qui se décoince un petit peu, qui se décoince mais au niveau de ses sentiments, qui en montre plus, et puis l'autre qui arrive à être plus en équation avec cohérent
avec ses actes et ce qu'il pense et à moins se prendre la tête, à être un peu plus mature voilà, dans ses réflexions. C'est agréable et ouais, c'est un manga que moi j'aime beaucoup suivre. Après la collection Life, ça peut être un peu particulier chez Kana. Moi je sais qu'en tout cas ce manga je l'aime bien. Et on va finir avec Yawara de Naoki Urasawa. J'ai l'impression que j'en présente toujours 2 au moins en même temps d'Urasawa dans une lecture du mois, c'est assez ouf. Moi j'adore, hein. J'adore toujours, voilà, non mais faut le dire. Bon, qui dit Urasawa dit page couleur, naturellement, voilà, très belle page couleur, toujours. Mais surtout, aussi ce qu'il dit, est-ce que ça avance bien cette histoire là de madame la future numéro 1 du judo, est-ce que ça a vraiment fonctionné? Elle gagne des tournois, mais pareil, elle est beaucoup en mode trop rapide, genre il faut que j'évacue ça vite, faut que j'aille des machins, faut que j'aille faire ci. Elle est pas encore dedans à fond. En fait, et du coup on comprend pourquoi dans la fin du manga, parce qu'en fait elle a jamais eu de plaisir dans le judo parce qu'on l'a toujours forcé et elle a jamais en plus kiffé parce que bah le peu de fois où elle en a fait, elle a rétamé ses adversaires en 5 secondes. Effectivement, l'intérêt, il est carrément perdu, là. Il y a 0 intérêt pour elle. Et bah justement, une fois qu'elle a gagné son tournoi, il y a plein de gens dans le monde entier qui l'ont vu combattre. Parce que c'était un tournoi qui passait à la télé. Et il y a plein de gens qui sont intéressés à elle parce qu'ils ont vu dans ses techniques, elle a gagné en 5 secondes, mais dans sa technique, ils ont vu qu'il y avait un gros potentiel. Et il y a justement une des gagnantes d'un autre pays qui est venue au Japon, comme ça, hop là, elle est arrivée, elle fait « Pas toi contre moi !» Non non. Et du coup, bah, elle essaye d'apprendre le japonais et tout ça, bref. Ils finissent par se battre toutes les deux. Et là, elle se bat. Au début, non. Puis au fur et à mesure, vraiment, elle se met dedans. Elle se bat à fond et elle prend du plaisir à se battre. Et même à la fin, elle le reconnaît. Pour moi aussi, je vais vous trouver la phrase. Parce que, en fait, la combattante en question, la numéro 1, elle veut pas s'arrêter de se battre parce qu'en fait, elle s'est blessée là pendant leur match et elle veut pas s'arrêter de se battre et elle fait non, mais t'inquiète pas, on va se rebattre. Ça sert à rien de le faire maintenant, faut mieux s'arrêter maintenant. Parce que je suis venu de loin, j'ai envie de te battre et tout. La numéro 1 mondiale qui se bat contre Yawara, première fois que le judo est si excitant. S'il te plaît, Yawara, on continue de se battre. Et là, je comprends, pour moi aussi, ce plaisir-là, c'est nouveau, alors on continuera la prochaine fois. Et on aura qu'à refaire un match quand ton bras sera guéri, en compétition par exemple. Compétition avec la numéro 1, enfin la numéro 1 d'un pays. Donc là, c'est elle-même qui propose une compétition, c'est elle-même qui propose de se rebattre. Là, ça y est, là, il y a un truc qui s'est déclenché, c'est bon. On va vraiment avancer sur le personnage de Yawara qui commence à se rendre compte que le judo, c'est pas juste un truc qu'on lui a forcément que forcé, et c'est un truc qu'elle est en train de kiffer. Par ailleurs, il y a même un moment où on voit pas sa tête, mais où il y a son père qui apparaît, son père qui est de promenade constante dans le monde et qui n'apparaît jamais à personne. Bah là, il apparaît à quelqu'un, ça sert à rien d'embêter ma fille parce que vous allez perdre. Et puis du coup, il se barre, et puis comment ça, votre fille? Et du coup, la meuf en question, c'est la rivale de Yawara qui est d'ailleurs, je comprends pas comment elle peut être rivale parce que elle lui arrive vraiment pas à la cheville. Je sais pas comment ça va se faire cette progression. Et elle veut absolument que son père à Yawara l'entraîne. Du coup, retrouvez-moi son père. Bonne chance, il n'y a personne qui a mis la main dessus. Après, je sais pas si son père serait capable de faire ça, d'entraîner quelqu'un. Je sais pas trop. Enfin bref, manga très plaisant à lire toujours très plaisant à suivre. C'est incroyable comment il peut vous intéresser sur tout et n'importe quoi. Pour l'instant, tous les sujets différents en plus que Urasawa m'a proposé, j'ai toujours été agrippé dedans et je les ai toujours lus jusqu'au bout. Peut-être un peu moins sur ces histoires courtes, comme je vous l'avais dit. Il y en a qui sont très bonnes, d'autres moins bonnes, mais après, c'est des histoires courtes, c'est des one-shots, c'est pas la même chose. Pourtant, son Hachum, tout m'avait plu. Mais histoire courte de Naoki Urasawa, c'est vrai que, bon, il y avait un peu de tout dedans, mais avec quelques-unes qui étaient vraiment très cool, et d'autres un petit peu moins. Mais dans ces histoires longues, en tout cas pour l'instant, moi, tout me fait kiffer. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Likez, partagez la vidéo et vous abonner, c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Salut!